Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui à la définition et l'évaluation des besoins dans le cadre des marchés publics. Alors lorsqu'on évoque les règles applicables aux marchés publics, on pense instinctivement aux principales étapes de la vie d'un marché que sont les procédures de passation et la phase d'exécution. Cependant, avant même le lancement de la procédure de consultation, les acheteurs publics ont l'obligation de déterminer avec précision la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. Cette obligation, anciennement prévue à l'article 5 du Code des marchés publics, figure désormais à l'article 30 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, précisée par les articles 4 et suivants du décret du 25 mars 2016. Alors bien évaluer les besoins ne constitue pas seulement une exigence juridique, c'est aussi une condition indispensable pour que les achats soient réalisés dans les meilleures conditions économiques. Alors cette phase de définition et d'évaluation soulève un certain nombre de questions. Comment les acheteurs peuvent-ils matérialiser leurs besoins? En quoi consiste la pratique du sourçage consacrée par cette nouvelle réglementation? À quel niveau procéder au calcul de la valeur estimée du marché? Hervé Letellier, donc avocat associé au sein du cabinet Simkowitz, Weisberg et Associés, spécialisé en droit public des affaires et plus particulièrement en droit de la commande publique et du contentieux administratif des contrats, répondra à ces différentes questions et bien d'autres au travers de ce webinaire. Donc avant de vous laisser la parole, je vous le rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant donc sur l'onglet questions. Maître, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et donc bonjour à tous à distance. Alors effectivement l'objectif aujourd'hui ça va être de faire une synthèse sur les nouvelles réglementations et les nouveaux principes qui sont afférents à la définition et l'évaluation des besoins dans le cadre des marchés publics. Alors pour ce qui est donc de ces contraintes de définition, nous avons l'obligation, dans ce cadre-là, effectivement, de définir et d'évaluer les besoins en amont de toute procédure et de tout lancement effectif des procédures de passation. Pourquoi? Parce que il s'agit avant tout, comme il vient d'être rappelé, d'une contrainte qui résulte de l'ordonnance, une contrainte qui résulte de la nouvelle réglementation issue du décret du 25 mars 2016 et qui impose dans les textes, au regard de contraintes réglementaires, d'assurer cette définition et cette évaluation du besoin qui va donc être tout lancement de procédure et une étape préalable qui évidemment va être contrôlée puisqu'il s'agit d'une obligation par le juge administratif. Et concrètement, l'acheteur a donc deux contraintes à mettre en œuvre, à la fois cette obligation qualitative de bien définir son besoin, c'est-à-dire de faire en sorte que dans le cadre de son cahier des charges, dans le cadre de son dossier de consultation, dans le cadre de sa mise en concurrence, il ait pu parfaitement définir ce qu'il attendait des opérateurs économiques pour que ces opérateurs économiques puissent matériellement répondre et répondre de manière opportune et efficace à la procédure de mise en concurrence et donc de permettre d'avoir une bonne offre en face d'une attente de l'acheteur et donc de la collectivité. Deuxième contrainte, obligation d'évaluer son besoin avec sincérité, notamment s'agissant de son étendue. Là, on est plus sur une approche quantitative, afin de permettre à l'acheteur de déterminer la bonne procédure. Parce qu'on y reviendra évidemment, vous le savez tous, la procédure de mise en concurrence dépend quasi essentiellement, en tout cas principalement, du montant du marché, à chaque montant de marché dépendant une procédure différente, et donc évidemment, il faut déterminer en amont quel va être le montant de ce marché avec un certain nombre de contraintes, un certain nombre de règles pour déterminer ensuite la procédure que l'acheteur va devoir lancer. Et donc, très concrètement, l'acheteur, avant même de lancer son avis de publicité, qui n'est que la matérialisation d'un travail en amont, va devoir, avant ce lancement effectif, procéder à ce travail en amont, procéder à ce travail qualitatif et procéder à ce travail quantitatif pour bien définir son besoin. Donc, l'idée, évidemment, ici, c'est de revenir d'abord sur la question de la définition même des besoins, et puis ensuite sur la question de l'étendue de ces besoins et des contraintes qui s'imposent dans chacune des hypothèses.
Alors, s'agissant d'abord de la définition des besoins, comme il a été rappelé, il s'agit avant tout d'une contrainte qui est imposée par la réglementation. Nous avions anciennement les dispositions de l'ancien article 5 du Code des marchés publics. Nous avions également l'ordonnance du 6 juin 2005 pour les acheteurs qui n'étaient pas soumis au Code des marchés publics, alors qui était un peu plus soft et moins précis sur la question. Et cette contrainte a été reprise de manière claire par la nouvelle réglementation, par l'ordonnance du 23 juillet 2015, par le décret du 25 mars 2016, qui impose en amont de faire une définition préalable du besoin. Et pourquoi cette obligation est imposée? Pour deux raisons en réalité. Pour rationner la procédure de mise en concurrence et donc de faire en sorte que l'acheteur puisse lancer une procédure rationalisée avec un achat qui va être rationalisé et puis en contrepartie la possibilité pour les opérateurs économiques évidemment de répondre à une mise en concurrence dont ils peuvent cerner l'ensemble des tenants et des aboutissants pour leur permettre de proposer une réponse qui va être optimisée à l'attente de l'acheteur. Donc évidemment, bien définir préalablement ce besoin permet de mettre en concordance de manière effective l'attente de l'acheteur et la réponse de l'opérateur économique. D'où la volonté de la réglementation, évidemment, de réaffirmer précisément et de manière claire l'obligation pour l'acheteur de faire ce travail en amont. Et donc les dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 sont sur ce point assez explicites, puisque l'ordonnance indique très clairement que la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. On voit donc de manière très claire la réaffirmation pour tous les acheteurs qui se trouvent soumis à cette nouvelle ordonnance, qui regroupe les acheteurs qui étaient soumis anciennement au Code des marchés publics et les acheteurs qui étaient soumis anciennement à l'ordonnance de juin 2005. Alors, concrètement, on a une reprise de la formule qui était anciennement matérialisée par l'article 5 du Code des marchés publics, si ce n'est que le nouveau texte insiste, alors c'est plus une affirmation politique, stratégique, plus qu'une obligation avec de vraies contraintes juridiques. Mais le texte insiste néanmoins sur le fait que l'acheteur, lorsqu'il va définir son besoin, va prendre en compte précisément cet objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Donc c'est un ajout et une incise en tout cas qui est ajoutée par la nouvelle réglementation par rapport à ce qui existait antérieurement. Et le décret du 25 mars 2016, donc le décret d'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui est entré en vigueur récemment pour toutes les procédures qui sont lancées après le 1er avril 2016, réitère cette obligation de travail en amont et de définition de la nature et de l'étendue du besoin au travers de l'article 38 du décret qui renvoie au contenu des documents de la consultation et qui rappelle à cette occasion que les documents de la consultation doivent contenir des informations suffisamment précises afin précisément, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, de permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider ou non de participer à la procédure de dévolution. Donc l'idée est bien celle-ci, il appartient à l'acheteur de bien définir son besoin pour qu'il puisse lancer une mise en concurrence efficiente et que l'opérateur économique puisse y répondre de manière éclairée et de manière parfaitement transparente. Voilà donc l'objectif qui est rappelé et qui est fixé par le nouvel article 30 de l'ordonnance et de 38 du décret du 25 mars 2016. Alors, évidemment, comme toute exigence qui est posée par les textes, que ce soit l'ordonnance ou le décret, vous avez une obligation qui va être contrôlée par le juge administratif. Et le juge administratif va évidemment, alors encore faut-il qu'il soit saisi sur la question, mais va pouvoir se prononcer sur le point de savoir si oui ou non l'acheteur a lancé une procédure de publicité de mise en concurrence qui était suffisamment respectueuse de ces principes de bonne définition des besoins. Alors, que les choses soient claires, bon, nous n'allons pas revenir sur toute la jurisprudence, mais l'idée n'est pas pour l'acheteur de définir ce qu'il ne peut pas définir.
Vous avez une jurisprudence notamment récente de la Cour administrative d'appel de Nancy, où la question était posée notamment à propos d'un avenant qui avait été conclu en cours de contrat et qui n'avait pas été anticipé. Le juge administratif en déduit que la seule conclusion de cet avenant ne révèle pas une mauvaise définition des besoins. Donc évidemment, vous ne pouvez pas tout prévoir et vous ne pouvez pas prévoir l'imprévisible. Mais il n'en reste pas moins qu'au moment où l'acheteur lance la procédure de publicité de mise en concurrence, il doit intégrer tous les éléments dont il a connaissance, évidemment, et l'intégrer dans son dossier de consultation en étant suffisamment précis sur l'objet même du marché et en intégrant dans ce cahier des charges tous les éléments qui vont être utiles à la bonne compréhension de l'objet même de ce marché et à la réponse des opérateurs économiques. C'est notamment sur cette base qu'a pu être rendue toute la jurisprudence du juge administratif sur est-ce que le besoin est suffisamment défini et est-ce que les données qui sont mises à disposition des opérateurs économiques sont suffisantes pour leur permettre de bien comprendre ce dont il s'agit et pour leur permettre de bien remettre une offre éclairée. Notamment, c'est la jurisprudence du Conseil d'État d'inacité sur la remise d'informations peu claires sur l'étendue du contrat ou sur les anciennes données des contrats arrivant à expiration qui ne permettaient pas aux opérateurs économiques de bien cerner exactement la nature du besoin et l'étendue de ce besoin. Donc la jurisprudence a été clairement posée par le Conseil d'État avec une obligation de transparence et d'information particulièrement importante de l'acheteur public lorsqu'il lance sa mise en concurrence. Deuxième élément, vous avez au-delà de tout ça certaines procédures qui permettent quelque peu déroger à cette parfaite définition du besoin, notamment en utilisant les facultés qui étaient accordées de recourir ou d'utiliser le dialogue compétitif, puisque par définition, le dialogue compétitif, et c'est ce que nous reprécise l'article 75 du décret du 25 mars 2016, est une procédure qui permet quelque peu de déroger finalement à cette parfaite définition du besoin en amont, puisque l'acheteur va mettre en place une procédure qui va permettre concrètement de discuter entre l'acheteur et l'opérateur économique sur ce que l'acheteur attend véritablement et sur la manière de satisfaire cette attente. Donc il y a dans ce cadre-là un échange entre l'acheteur et l'opérateur qui va permettre ensuite à l'opérateur de proposer une solution qui est censée être efficace pour répondre aux besoins qui a été déterminé dans le cadre du programme fonctionnel et affiné dans le cadre de la mise en concurrence. Donc vous avez là quelque part une exception puisque tout n'est pas forcément cadré, mais cette exception évidemment le texte impose des conditions particulières pour y recourir. Il l'imposait évidemment dans l'ancienne réglementation. Il l'impose aujourd'hui dans la nouvelle réglementation, alors même s'il y a une fusion entre les conditions de recours au dialogue compétitif et aux procédures négociées qui est un peu simplifiée, mais dans tous les cas, il y a évidemment des conditions particulières pour y recourir, le dialogue compétitif notamment n'étant qu'une procédure dérogatoire aux procédures de droit commun que peuvent être la procédure adaptée ou la procédure d'appel d'offres. Et que si les conditions posées par les textes ne sont pas réunies, le juge administratif pourra évidemment sanctionner le recours irrégulier à la procédure de dialogue compétitif. Troisième élément, au-delà de tout ça que l'on pouvait évoquer, c'est que vous avez des mécanismes nouveaux qui ont été intégrés dans le décret du 25 mars 2016, par exemple le mécanisme de la variante obligatoire. Mécanisme de la variante obligatoire qui finalement permet, alors ne pas vraiment déroger à ce principe de bonne définition du besoin, mais qui permet d'avoir des outils un peu plus développés pour l'acheteur, qui va permettre notamment à l'acheteur de demander une offre de base et une solution de base à l'opérateur économique, mais également de lui imposer la remise d'une offre sur une solution variante que l'acheteur va lui-même imposer. Et donc, on voit ici que, alors qu'antérieurement le mécanisme était offre de base et éventuellement variante à l'initiative du candidat, vous avez la possibilité aujourd'hui en tant qu'acheteur d'imposer une alternative, notamment technique, à l'opérateur économique et de lui imposer de répondre à la fois sur l'offre de base et sur cette variante obligatoire que vous auriez intégrée dans le dossier de consultation. Et donc évidemment, ça permet d'affiner quelque peu. L'acheteur hésite sur deux solutions, hésite sur deux alternatives. Il a la possibilité, le cas échéant, d'intégrer ces éléments, l'un comme offre de base, l'autre comme variante obligatoire,
avec évidemment des contraintes, puisqu'il faut être précis sur les conditions d'admission de ces variantes obligatoires, et puis surtout, ensuite, il faut procéder à l'analyse des offres de manière comparative avec des règles qui sont parfaitement transparentes et respectueuses de la réglementation. Mais on voit là qu'il y a l'idée de pouvoir affiner et de pouvoir laisser une alternative dans le cadre de la mise en concurrence qui va être lancée si éventuellement l'acheteur hésite encore sur telle ou telle solution. Donc voilà globalement sur l'obligation de définition des besoins tel qu'il est contrôlé par le juge administratif. Alors ensuite, il y a une seconde question qui se pose, c'est comment matérialiser ce besoin. Alors, sur la matérialisation du besoin, finalement, il n'y a pas d'évolution radicale induite par l'ordonnance du 23 juillet et le décret du 25 mars, puisque aujourd'hui, comme hier, il y a toujours une obligation de définir son besoin par référence à des spécifications techniques. Référence à des spécifications techniques dont le texte nous indique qu'elles doivent être précises, lisibles et qu'elles doivent être indiquées dans le dossier de consultation. Donc effectivement, pour définir son besoin, l'acheteur va expliquer, notamment dans le cadre de son CCTP, s'il existe, les spécifications techniques précisément attendues de l'opérateur économique qui va répondre et a fortiori du futur titulaire du contrat. Et donc, très concrètement, le texte nous indique d'ailleurs, mais ce qui était vrai préalablement, et dans l'ancienne réglementation, c'est que ces spécifications techniques sont définies par référence à des normes, par référence à des performances ou par référence à des exigences fonctionnelles qui sont attendues des opérateurs économiques. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'évolution dans le cadre de la réglementation et également, d'ailleurs, le rappel, mais ce qui était également vrai sous les anciens textes, que les spécifications techniques qui sont retenues et imposées par l'acheteur doivent être toujours justifiées par l'objet du marché et être non discriminatoires. C'est-à-dire que, très concrètement, quand l'acheteur va fixer des spécifications techniques, il faut que celles-ci soient véritablement utiles à la satisfaction du besoin de l'acheteur public. Et le juge administratif peut aller contrôler, le cas échéant, si oui ou non les spécifications techniques qui ont été imposées étaient justifiées par l'objet du marché. Alors, que les choses soient bien claires, si le besoin de l'acheteur a pour effet éventuellement d'écarter certains opérateurs économiques, peu importe, le juge ne va pas véritablement vérifier ce point. Il va vérifier si oui ou non ces spécifications techniques qui ont eu pour objet d'écarter des opérateurs économiques étaient justifiées au regard des attentes objectives de l'acheteur public. C'est ce qui a pu être adjugé, par exemple, sur le fait qu'un acheteur public qui lançait une procédure de collecte des déchets imposait un dimensionnement spécifique du camion de collecte. Un opérateur économique avait considéré qu'il avait un camion qui dépassait ces dimensionnements, mais qui ne pouvait parfaitement assurer, pour autant, le traitement et la collecte des déchets. Et le juge administratif a rejeté son argument parce qu'il a été vérifié le pourquoi du comment de cette spécification technique et il a été vérifié finalement que le dimensionnement qui avait été imposé du camion était lié à l'organisation géographique de la commune avec des petites ruelles qui imposaient nécessairement un camion de faible dimensionnement et que donc cette spécification technique était justifiée par l'objet du marché et qu'elle pouvait conduire à écarter des candidats. La solution inverse a pu être retenue par exemple avec la jurisprudence qui avait conduit à mettre en place, enfin c'était l'objet du marché qui visait à mettre en place, à repaver une partie du centre-ville d'une collectivité locale, où la collectivité locale avait imposé des spécifications techniques avec des dimensionnements précis pour les pavés, 11 cm sur 11 par exemple. Et le juge administratif a considéré que cette spécification technique qui avait pour objet d'écarter certains candidats qui ne pouvaient pas répondre à cette spécification n'était pas justifiée par l'objet du marché parce que qu'il fasse 11 sur 11 ou 10 sur 10, finalement, l'objet du marché aurait pu être atteint de manière équivalente. Donc voilà quelle est la nature du contrôle qui est réalisé par le juge administratif, mais là-dessus, la jurisprudence sera sans doute équivalente à ce qui existait antérieurement. Il y a tout de même une nouveauté qu'il faut souligner, c'est l'extension des mécanismes de certification de rapport d'essai ou de label environnemental, social ou autre, puisque les nouveaux textes permettent de faire référence ou d'exiger des certifications, des rapports d'essai, étendent les mécanismes de label qui antérieurement étaient limités aux écolabels. Alors,
faut faire attention puisqu'évidemment un acheteur va pouvoir dans le cadre de son cahier des charges faire référence à ses certifications, à ses labels notamment, mais avec des conditions strictes d'utilisation qui sont assez encadrées par les textes. Par exemple, pour le label, si un acheteur fait référence à des labels, il a cette possibilité, mais il va devoir contrôler, par exemple, que ce label peut être obtenu par une procédure qui est particulièrement ouverte, particulièrement transparente, particulièrement non discriminatoire. Et donc, en quelque sorte, l'acheteur se transforme en contrôle de la manière dont est attribué le label. Donc, il faut faire attention de ne pas avoir le réflexe de mettre des labels pour mettre des labels et de bien comprendre ce qui est couvert par la référence à ce label et comment va être obtenu ce label et comment il peut être obtenu par les opérateurs économiques, puisque les contraintes sont particulièrement lourdes et particulièrement encadrées par l'article 10 et par l'article 11 du décret. Donc voilà quelles sont les règles de matérialisation du besoin. Autre question qui peut se poser, une fois qu'on a défini cette règle, c'est comment un acheteur peut se faire aider dans la définition de son besoin. Alors, évidemment, il y a des cas assez classiques, le cas des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui visent précisément, dans le cadre de publicité de mise en concurrence, de choisir des opérateurs économiques qui vont vous aider et qui vont aider les acheteurs à la définition de ce besoin. C'est généralement utilisé pour les procédures relativement complexes ou très techniques. Vous avez également, nous l'avons évoqué tout à l'heure, le cas du recours au dialogue compétitif, qui est une procédure spécifique qui va permettre cet échange entre opérateurs et acheteurs dans le cadre de la mise en concurrence pour préciser et affiner les conditions de réalisation de ce besoin. Donc, je ne reviens pas précisément sur ces points. Mais là où il y a une vraie nouveauté des textes, c'est la reconnaissance, évidemment, du sourçage. Puisque l'article 4 du décret nous dit pour la première fois, et l'écrit en tout cas, que l'acheteur a la possibilité de se rapprocher en amont de la procédure. Avant le lancement effectif de cette procédure, il a la possibilité de se rapprocher des opérateurs économiques pour finalement bien définir son besoin. Procéder à des consultations, solliciter des avis, faire réaliser des études de marché ou plus simplement informer les opérateurs de son projet. Alors, il ne s'agit pas d'une nouveauté absolue, puisqu'en réalité, cette pratique était implicite, elle avait été reconnue par certaines réponses ministérielles, justement parce que selon ces réponses ministérielles, elle permettait à l'acheteur d'avoir en amont une connaissance parfaite de ce que pouvaient proposer le marché et les opérateurs économiques, et donc permettait en amont à l'opérateur économique de bien rédiger son dossier de consultation et d'affiner son besoin au regard des réalités du marché et des propositions techniques que pouvaient formuler les opérateurs économiques. Là, pour la première fois, et c'est l'intérêt de ce texte, la réglementation nous écrit que l'acheteur a, pas le devoir, mais en tout cas la possibilité, et cette possibilité justement avec l'objectif de lancer des procédures avec un besoin qui sera suffisamment précis et suffisamment défini. Nous préciserons d'ailleurs que le texte, au travers de l'article 4 et l'article 5, rappelle même la possibilité, le cas échéant, pour un opérateur économique d'aider directement l'acheteur public dans la définition de son besoin et dans la rédaction du dossier de consultation, notamment dans la rédaction des clauses techniques qui va permettre précisément une participation de cet opérateur économique directe dans la définition de ce besoin. Alors évidemment, ça avait été validé notamment par la jurisprudence communautaire Fabricom, mais évidemment ces pratiques sont encadrées. Vous avez des règles qui sont prévues par l'article 4 et l'article 5 qui rappellent que ce sourçage ne peut être organisé que dans le respect des principes fondamentaux. Il ne s'agit évidemment pas de donner des informations spécifiques, par exemple sur les modalités d'évaluation ou les méthodes de notation qui ne seraient pas affichées ensuite dans le cadre du règlement de consultation. Et puis, de manière plus générale, il y a une obligation pour l'acheteur d'identifier les éventuelles ruptures d'égalité qu'induirait ce sourçage ou cette participation en amont de l'opérateur économique et de faire en sorte de rétablir cette égalité. Alors généralement, l'égalité sera rétablie par la communication d'une information pleine et entière dans le cadre du dossier de consultation. Mais des hypothèses, c'est évoqué par le texte d'ailleurs, pourront le cas échéant conduire à l'éviction pure et simple d'un opérateur économique de la mise en concurrence considérée. Donc voilà très concrètement aujourd'hui des possibilités qui sont écrites
pour l'acheteur de se faire aider en allant directement au contact des opérateurs économiques pour lui permettre de définir suffisamment précisément son besoin. Alors évidemment, vous pouvez mettre en place ce type de procédure. Il est recommandé notamment par la DAJ d'assurer une certaine traçabilité des opérations de sourçage que vous allez faire et d'assurer une communication que des seules informations qui sont nécessaires à l'opérateur économique pour vous aider dans la définition du besoin. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire d'aller solliciter l'opérateur économique pour bien savoir ce qui se fait techniquement dans le marché considéré, éventuellement la structuration de leurs propositions financières, mais en principe, évidemment, il n'y a pas de transmission d'informations qui serait susceptible d'avantager l'opérateur économique dans le cadre de la participation ultérieure à la procédure de mise en concurrence qui en résulterait. Donc voilà les règles qui sont rappelées par l'article 4 et l'article 5, des premières dispositions du décret s'agissant de cette possibilité d'être aidé en amont pour la définition des besoins. Alors ensuite, deuxième aspect, l'aspect plus quantitatif lié à l'évaluation même des besoins, puisque là aussi, vous avez des contraintes textuelles qui sont assez précises et des contraintes textuelles qui résultent du fait que les procédures de publicité et de mise en concurrence dépendent principalement du montant du contrat. Pas toujours vrai, évidemment, mais très souvent, la procédure va être impactée par le montant du contrat, qu'il s'agisse de la procédure d'appel d'offres ou même de la procédure adaptée. Et donc, il y a une obligation pour l'acheteur de s'interroger, une fois qu'il a bien déterminé son besoin, sur la procédure qui va être mise en œuvre pour répondre à ce besoin. Est-ce que je dois mettre en place une procédure adaptée? Si oui, quel type de procédure adaptée? Ou est-ce que je dois mettre en place, par exemple, une procédure d'appel d'offres ou un autre type de procédure? Et pour cela, il va y avoir une obligation pour l'acheteur de déterminer le montant qui est susceptible d'être concerné par l'exécution du contrat. Est-ce que je suis en dessous de 25 000 €, auquel cas je pourrais utiliser l'article 30 du décret qui me permet de conclure un contrat de gré à gré? Est-ce que je suis au-dessus de 25 000 €, seuil charnière à partir duquel, sauf règle interne plus stricte, je suis obligé d'assurer une publicité et une mise en concurrence? Est-ce que je suis au-dessus de 90 000 € ou est-ce que je suis au-dessus des seuils de procédure formalisés? Donc nécessairement, il s'agit là, d'une obligation pour l'acheteur de bien définir d'un point de vue quantitatif le montant du besoin qui sera concerné par la procédure de publicité et de mise en concurrence. Avec une contrainte claire, c'est que l'acheteur est toujours dans l'obligation d'utiliser, c'est une évidence, mais d'utiliser la bonne procédure. Et donc, l'acheteur ne peut pas mettre en place une procédure de publicité et de mise en concurrence qui aurait pour effet de ne pas respecter les règles sur la définition de l'étendue du besoin et qui aurait pour effet de ce qu'on appelle le saucissonnage, de morceler irrégulièrement un même besoin en plusieurs marchés. Parce qu'évidemment, si vous concluez 3 marchés à 100 000 € plutôt qu'un marché à 300 000 € en matière de fourniture et services, par exemple, dans un cas, vous allez conclure 3 procédures adaptées et puis dans l'autre cas, vous allez devoir conclure une procédure d'appel d'offres. Évidemment, le juge, s'il est saisi de la question, va se prononcer sur la régularité du découpage qui a été fait par l'acheteur, avec le risque, évidemment, d'une irrégularité de procédure si ce découpage est considéré comme irrégulier. Alors, risque d'irrégularité de procédure, évidemment, devant le juge administratif, mais aussi devant le juge financier, qui peut, lors du contrôle des CRC, par exemple, être amené à critiquer le découpage qui a été réalisé, qui serait source éventuellement de non-optimisation des deniers publics, voire même un contrôle du juge pénal qui peut être amené à se poser la question d'un éventuel délit de favoritisme, surtout au regard de la lecture particulièrement stricte du juge pénal qui, en présence d'une irrégularité, a tendance à considérer ipso facto que en résulte un élément matériel et l'élément intentionnel de l'infraction et donc une possible sanction pénale. Obligation pour l'acheteur, évidemment, à côté de la définition des besoins, de définir et de bien préciser l'étendue de son besoin au regard des règles qui sont prévues par la nouvelle réglementation et qui très largement s'inspirent aussi de ce qui existait antérieurement. Et
Cette exigence est rappelée notamment par l'article 30, qui parle bien d'une définition de la nature et de l'étendue du besoin, donc cet aspect qualitatif et quantitatif, et par l'article 20 du décret du 25 mars 2016, qui rappelle la règle que je vous ai précédemment exposée, que l'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent décret en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles prévues ci-après. Donc, rappel de l'obligation de respecter dans la définition de l'étendue de ce besoin les règles qui sont précisées par le décret et par l'ordonnance à peine d'illégalité et de censure. Alors, quelles sont précisément ces règles posées par le décret et par l'ordonnance? Alors, et notamment avec un certain nombre de questions qui peuvent se poser, et notamment à quel niveau l'acheteur est contraint de procéder au calcul de la valeur estimée. Alors, à quel niveau, c'est-à-dire, est-ce que l'acheteur peut fonctionner service par service, ou est-ce qu'il doit fonctionner et raisonner au niveau de la globalité de l'entité concernée, de la personne morale concernée? Alors évidemment, le texte est assez clair pour nous dire que l'acheteur doit raisonner dans sa globalité et donc exclure tout raisonnement qui consisterait à scinder le processus d'achat service par service. Évidemment, vous devez raisonner au regard de l'ensemble des services, au regard de l'acheteur public dans sa généralité, et donc lancer des procédures au regard des besoins de cet acheteur pris dans sa globalité. Il y a tout de même une petite précision qui est apportée par l'article 20 du décret, dans l'hypothèse où l'acheteur est composé de diverses unités. Alors ça peut s'appliquer pour certains établissements publics nationaux qui auraient différents démembrements au niveau régional, hein, Pôle emploi par exemple, qui va être une institution nationale et puis qui est représentée au niveau de chaque région par chaque direction régionale. Le texte nous dit dans ce cadre-là que lorsqu'un acheteur est composé d'unités opérationnelles distinctes, le principe reste que la valeur des besoins et la valeur des marchés est déterminée au niveau de la globalité, au niveau de l'acheteur lui-même. Donc il y a une globalisation en principe. Alors le texte apporte toutefois une dérogation en nous expliquant que si l'unité opérationnelle est responsable de manière autonome de ses marchés, donc on doit en déduire, même si le texte n'est pas précis, qu'elle détermine elle-même son besoin et qu'elle détermine elle-même le contenu de son marché, qu'elle détermine elle-même les procédures qu'elle va mettre en œuvre, alors la valeur du besoin peut être estimée au niveau non pas de la globalité de l'acheteur, mais au niveau de chaque unité opérationnelle. C'est une précision nouvelle qui a été apportée par l'article 20, alinéa 2 du décret. Deuxième précision à apporter sur ce point, c'est que, évidemment, lorsque vous concluez un marché, lorsqu'un acheteur lance un marché public, il doit prendre en compte la valeur et l'ensemble des potentialités induites par le marché dans l'évaluation de ses besoins. C'est-à-dire que tout ce qui va pouvoir être commandé et exécuté par le marché, même si ce n'est qu'une potentialité et qu'il y a une incertitude sur l'exécution ou non de telle ou telle prestation, l'ensemble de ces éléments va devoir quand même être intégré dans l'évaluation du besoin pour déterminer la bonne procédure. C'est-à-dire, par exemple, si un accord cadre est lancé, on va prendre en compte le montant maximum de cet accord cadre, dans l'hypothèse où il y a un montant maximum, un montant minimum. Si un marché prévoit une clause de reconduction, il va falloir prendre en compte dans l'évaluation des besoins le montant de ce marché, le montant avec clause de reconduction. Même chose, si une procédure est lancée avec différents types de lots, il va falloir prendre en considération le montant cumulé en principe de tous les lots objets du marché. Et donc, il y a une obligation de prendre en compte et de procéder à tous ces cumuls, ce que rappellent différents articles du décret de 25 mars 2016 qui sont évoqués dans la présentation PowerPoint sur les marchés à l'OTI, sur les accords cadres, sur les reconductions, sur les options ou même sur les partenariats d'innovation qui imposent de prendre en compte toutes les phases du marché et toutes les phases qui pourraient, le cas échéant, être activées dans l'exécution du contrat. Donc il y a une obligation, bien évidemment, de prendre en compte l'ensemble des potentialités induites par le marché.
Troisième observation sur les règles de computation. Alors sur les règles de computation, évidemment, c'est le cœur du réacteur en quelque sorte, puisque le texte va venir nous préciser comment cumuler telle ou telle prestation et comment cumuler tel ou tel besoin qui possiblement pourrait être différent. Donc la question est ici de savoir dans quel cas je considère qu'il y a deux ou plusieurs besoins ou dans quel cas je considère qu'il y a un besoin unique dont je dois appréhender la mise en concurrence au regard du montant de ce besoin unique. Alors le texte est assez clair en indiquant que finalement, il faut prendre en compte la valeur du besoin indépendamment du nombre d'opérateurs économiques et du nombre de marchés à passer. Et donc, vous devez prendre en compte la nature de la prestation, l'objet de ce marché et déterminer au regard de l'objet de ce marché si oui ou non il y a un besoin unique. Et s'il y a un besoin unique, lancer la mise en concurrence au regard du montant de ce besoin unique. Alors, quelles sont ces règles? Ces règles, on a repris en réalité très largement les règles qui existaient dans l'ancien code des marchés publics, en faisant une distinction selon la nature du marché, marché de travaux, marché de fournitures et services, et en distinguant d'ailleurs dans les marchés de fournitures et services ceux qui correspondent à un besoin récurrent ou ceux qui ne correspondent pas à un besoin récurrent. Alors, pour les marchés de travaux, le texte nous rappelle très clairement que est pris en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une même opération. C'est-à-dire que le cœur même de la définition des marchés et de l'étendue du besoin va être de déterminer si oui ou non plusieurs besoins éventuels se rattachent à la même opération. S'ils se rattachent à la même opération, alors on est censé déterminer les procédures de publicité et de mise en concurrence en cumulant l'ensemble de ces prestations se rattachant à une même opération au sens juridique du terme. Alors, avec la précision qui a été faite quand même par l'article du 25 mars 2016, article 21 du décret du 25 mars, c'est que notamment tout ce qui est fournitures et services qui sont nécessaires à l'exécution de ces travaux, bon, bah, les matières premières, le personnel par exemple, vont être intégrés dans cette notion d'opération et dans le calcul qui doit être réalisé. Alors, toute la difficulté, c'est que, évidemment, il n'y a pas véritablement de définition précise de ce qu'est cette notion d'opération, si ce n'est l'indication qu'on doit prendre en considération pour définir si oui ou non il y a une même opération, son unité fonctionnelle, technique et économique. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose et c'est vraiment une appréciation casuistique au cas par cas qui est fait par le juge administratif en cas de discussion. Et il va vérifier par une technique du faisceau d'indices, notamment quelles sont les fonctionnalités attendues, quelles sont les conditions de passation, est-ce qu'il y a une unité de temps et de lieu. C'est sûr que si plusieurs marchés, par exemple, ça avait été reconnu, je crois pour l'équipement mobilier donc des lycées ou pour la rénovation des trottoirs d'une collectivité qui avait conclu autant de marchés en divisant l'objet du marché en différentes zones géographiques et en ne cumulant pas le montant des marchés considérés. Le juge administratif a été saisi de la question, il a considéré que ça relevait de la même opération, c'est-à-dire la rénovation et la réhabilitation des trottoirs de la collectivité, et que donc le montant de ces différents marchés devait être cumulé et que c'est au regard de ce montant cumulé que devait être déterminée la procédure de publicité et de mise en concurrence qui devait être lancée. Donc, c'est vraiment une appréciation au cas par cas en fonction de ces différents éléments et indices qui sont mis en avant par le juge administratif. Pour les marchés de services et de fournitures, là, on fait référence à une autre notion, alors qui est aussi difficile à appréhender, c'est le caractère homogène des prestations en fonction de leurs caractéristiques propres, soit en fonction de l'unité fonctionnelle. Donc là aussi, on renvoie à des notions qui sont assez génériques et qui aident peu. Alors, il y a quelques années, je crois en 2001, il y avait la célèbre nomenclature qui prévoyait toute une série de rubriques et qui visait à aider les acheteurs publics pour déterminer si oui ou non il y avait une unité fonctionnelle. Bon, c'était tellement complexe, tellement lourd à gérer que finalement cette nomenclature a été supprimée. Mais l'idée reste bien d'intégrer en fonction de l'objet du marché toutes les prestations qui sont homogènes et qui se rattachent
à un même besoin. Donc là encore, c'est une appréciation véritablement au cas par cas par le juge administratif et par l'acheteur pour déterminer si oui ou non il y a unité fonctionnelle et homogénéité des prestations qui sont attendues. Avec tout de même une règle particulière qui est fixée s'agissant des besoins récurrents, puisque sur les besoins récurrents, le texte nous dit que dans ce cadre-là, vous pouvez prendre en compte le besoin sur une année, soit l'année antérieure sur les 12 mois précédents, faire une évaluation de ce besoin, soit sur la valeur estimée des prestations concernées au cours des 12 mois qui vont suivre la conclusion du marché. Donc l'idée dans ce cadre-là, quand le besoin est récurrent, la possibilité, le cas échéant, de raisonner et de faire une évaluation au regard d'un montant annuel de prestations. Donc voilà les règles qui sont précisées par le texte et la réglementation des marchés publics. Alors, dernière question, notamment quand faire cette computation. Le principe, c'est que vous devez faire ce calcul au moment où la procédure est effectivement lancée, c'est-à-dire au moment, notamment s'il y a un avis d'appel public à la concurrence, au moment où l'avis d'appel public à la concurrence est lancé, c'est à ce stade-là et à ce moment-là que peut être fait la computation. Alors, ce qui veut dire qu'au moment où la procédure est lancée, la procédure doit correspondre au montant effectif du besoin que vous allez lancer et que l'acheteur, par définition, ne peut conclure un marché que si en termes de seuil, il n'a pas pour effet de dépasser un seuil de publicité de mise en concurrence. Imaginons par exemple une collectivité locale lance un marché à procédure adaptée et qu'un candidat répond en matière de fourniture et services avec un montant de 250 000 euros. La proposition et le montant de sa proposition excède le montant normal de recours à une procédure adaptée et donc fort logiquement la collectivité ne pourrait pas en principe conclure le contrat avec cet opérateur économique puisque sinon vous êtes dans une procédure qui n'aurait pas été respectée, en l'occurrence celle de l'appel d'offres. Il y a quand même certaines nuances qui ont été admises en jurisprudence au travers de la notion d'estimation sincère et raisonnable, c'est-à-dire qu'il peut arriver des hypothèses où la collectivité peut raisonnablement penser au moment où elle lance cette mise en concurrence que le besoin va être à tel montant, et puis un événement imprévisible peut se produire, événement imprévisible qui a pour effet, lors de la mise en concurrence, qui peut s'étaler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, avoir pour effet de changer les données économiques du marché et d'aboutir à des dépassements de seuil. Bon, par exemple, crise pétrolière, augmentation des matières plastiques, le produit et la fourniture qui est attendue dépend très largement de ce cours des matières premières. Alors, dans ces hypothèses-là, on pourra considérer que l'acheteur public, même s'il conclut un marché public excédant les seuils de mise en concurrence qu'il a effectivement lancé, s'il arrive à démontrer qu'au moment où il l'a effectivement lancé, il a procédé à une estimation sincère et raisonnable, le marché qu'il conclura pourra néanmoins être considéré comme régulier. Bon, je vous avoue que les cas sont assez rares en jurisprudence et la jurisprudence reste assez rigoureuse, mais en tout cas, cette liberté, cette porte de sortie est offerte aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques. Maître, je vous remercie donc pour cette présentation intéressante, illustrée en outre d'exemples très parlants. Alors, je vais vous demander de nous laisser quelques instants. On va voir s'il y a eu des questions donc, qui ont été posées suite à cette intervention.
Alors, nous allons essayer de répondre aux différentes questions. Alors, pour la jurisprudence sur les pavés, j'ai pas la référence en tête, mais bon, on pourra sans doute vous la communiquer ensuite sans aucun souci. C'est une décision du Conseil d'État qui a été rendue en la matière. Deuxième question, alors pour la question du sourçage, évidemment, je pense qu'il n'y a aucune difficulté particulière pour demander le coût en sourçage pour savoir quelle procédure appliquer. Vous avez la possibilité de vous rapprocher des opérateurs économiques et ce rapprochement des opérateurs économiques peut avoir plusieurs objets comme l'explique le texte, hein, simplement pour les informer de ce que vous allez lancer une procédure et que vous aimeriez bien avoir la concurrence la plus effective possible. Mais au-delà de ça, ça peut également servir à vous orienter sur telle ou telle procédure ou sur telle orientation technique. Et dans ce cadre-là, vous avez parfaitement la possibilité de vous rapprocher d'un opérateur économique pour savoir peu ou prou combien va coûter telle prestation et pour vous permettre ensuite de lancer la procédure qui va correspondre au montant de cette prestation. Bon, évidemment, attention tout de même aux informations qui sont données par les opérateurs économiques dans ce cadre-là, puisque c'est l'acheteur qui est responsable de la procédure qu'il lance, et si l'opérateur économique vous a donné une information qui est erronée et que vous lancez par exemple une procédure adaptée alors que le montant des prestations va correspondre au montant d'une procédure d'appel d'offres, c'est évidemment l'acheteur qui engage sa responsabilité dans ce cadre-là. Troisième question, alors sur les termes mis à disposition du titulaire m'interpelle, je crains que les acheteurs fassent un amalgame entre fournitures et services se rattachant et fournitures et services mis à disposition. Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, je pense que les termes ne sont pas forcément très clairs du texte. Je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut intégrer l'ensemble des éléments, l'ensemble des prestations de fourniture et de services qui, par exemple, pourraient se rattacher à une opération. Vous allez conclure un contrat de maîtrise d'œuvre qui va vous aider à avoir un professionnel pour analyser, par exemple, ou établir les plans du marché de travaux. Me semble-t-il que ce n'est pas une prestation de service qui directement doit être intégrée dans le montant des prestations liées au marché de travaux. Ce qui est à mon avis couvert par les fournitures et services, c'est plus les moyens matériels et les moyens humains qui vont être mis à disposition, c'est-à-dire le personnel qui va intervenir ou le montant des fournitures, par exemple des canalisations qui vont devoir être mises en place par le titulaire du marché de travaux. C'est plus sur cette conception assez restrictive des choses, enfin me semble-t-il, parce que sinon évidemment tout peut ou prou se rattacher à un marché de travaux, le marché de maîtrise d'œuvre, le marché d'AMO que vous allez lancer, etc., etc. Donc on est plus là, me semble-t-il, sur les prestations qui doivent être réalisées par le titulaire du marché de travaux, en moyens humains et en moyens matériels, pour satisfaire l'objet du marché que vous avez déterminé, que vous avez arrêté. Je crois du coup avoir répondu également, en tout cas j'espère, à la question suivante, comment doit-on cumuler les prestations de services associées à une prestation de construction? Voilà, c'est typiquement, me semble-t-il, l'hypothèse où je ne pense pas qu'il faille cumuler l'ensemble de ces prestations-là, puisque évidemment, sinon tout serait intégré à ces montants-là, et puis pour un marché d'AMO qui serait d'un montant très limité, vous seriez obligé de passer une procédure d'appel d'offres qui vous empêcherait d'utiliser la procédure adaptée, et donc éventuellement la négociation. Encore une fois, je pense qu'il faut retenir une conception stricte, ce sont les prestations de services et les fournitures qui sont exigibles et qui doivent être mises en œuvre par le titulaire même du marché de travaux. Autre question, est-ce qu'il existe une hiérarchisation en jurisprudence entre unité fonctionnelle, unité économique et unité géographique? Alors, très clairement, mais c'est un peu l'idée que je voulais faire passer, en fait, vous avez les notions, mais les notions avec une définition assez large d'opération, d'unité fonctionnelle, etc. Très concrètement, le juge, au cas par cas, donne l'appréciation qu'il veut bien donner. Il va vérifier très clairement, au regard des données de chaque espèce, si les contrats ont été conclus avec le même opérateur, si les contrats ont été conclus sur une période de temps très rapprochée, s'ils ont fait l'objet d'une même délibération. Vous avez toute une série d'éléments qui vont pouvoir démontrer, au-delà des aspects techniques, qu'en réalité l'acheteur a voulu naturellement saucissonner des prestations
qui devaient en principe être cumulés. Donc il y a vraiment une appréciation là qui est très difficile à déterminer. J'ai conscience que les dispositions du texte finalement n'aident que peu les acheteurs. Les notions sont trop génériques, mais précisément elles sont trop génériques pour éviter ce qui était l'écueil de la nomenclature, d'enfermer les acheteurs dans des règles trop strictes. Et par ricochet, bon, le juge fait vraiment une appréciation au cas par cas. Autre question, alors, y a-t-il un risque dans le cas d'un MAPA de plus de 25 000 euros de toujours fixer le seuil maxi à 85 000 euros afin de prévenir le dépassement de seuil? Alors, il n'y a pas de risque particulier, si ce n'est peut-être que le risque sera lié au traitement d'une offre qui dépasserait ce montant maximal de 85 000 euros. Imaginons une offre qui est déposée et qui est de 89 000 euros, par exemple. Comment traiter cette proposition? Là, à mon avis, il y a une possible difficulté parce que je ne pense pas que l'offre soit inacceptable. Je ne pense pas non plus qu'elle soit irrégulière. Donc, il y aurait peut-être cette difficulté-là. Bon, si l'offre est supérieure à 92 000 euros, à 90 000 euros et que vous n'avez pas respecté la procédure qui serait applicable dans cette hypothèse-là, à mon avis, bon, là, pour le coup, l'offre, possiblement, devrait être écartée parce que, en tout cas, le fait de la retenir pourrait causer des difficultés à l'acheteur qui n'aurait pas respecté la procédure qui s'appliquait à la conclusion d'un tel contrat. Bon, il y a quand même une difficulté dans ce cadre-là, c'est qu'évidemment, l'acheteur détermine librement son étendue de besoin, mais il est responsable, il assume les responsabilités d'une mauvaise définition de l'étendue du besoin. Vous déterminez une procédure de mise en concurrence en pensant que le marché sera inférieur au seuil de procédure formalisée. Il se trouve que tous les candidats répondent au-dessus des procédures formalisées. L'acheteur, par exemple, pourra avoir une difficulté, même d'ailleurs, à déclarer la procédure infructueuse et à relancer ensuite une procédure négociée, puisque vous avez de la jurisprudence qui vient vous dire l'acheteur s'est créé les conditions en faisant une mauvaise évaluation du besoin, d'avoir des offres qui ne correspondaient pas à son attente et donc à déclarer de manière irrégulière l'infructuosité en utilisant une procédure négociée qui elle-même est irrégulière. Alors. Quelle est la différence entre unité fonctionnelle et caractéristiques propres? Comment les mettre en place? Bon, là aussi, je vous renvoie à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition précise de ces notions. Ces notions sont volontairement floues, volontairement assez génériques, et que très concrètement, il y a une appréciation au cas par cas qui sera fait par le juge. Alors évidemment, ce qu'il faut éviter et ce qui a déjà été sanctionné, mais parce que c'est quasiment une caricature, le fait de conclure plusieurs marchés dans une échelle de temps très rapprochée, avec un même opérateur économique qui se rattache peu ou prou à un même besoin. Donc évidemment, dans ce cadre-là, le juge, de manière, parce que les choses sont caricaturales, évidemment, le juge, dans ce cas-là, va sanctionner. Vous concluez 4 marchés avec un même opérateur qui sont validés, 4 marchés qui sont validés par une même délibération et qui sont signés le même jour, vous avez déjà eu des jurisprudences sur ces questions-là. Donc c'est vraiment une appréciation, encore une fois, très casuistique, en fonction de l'objet même du marché et des contraintes temporelles et avec qui vous allez les signer. Sourçage, comment s'assurer qu'aucun opérateur économique n'a été oublié? Alors ça, c'est effectivement une question intéressante, mais je pense que finalement, il faut prendre le problème autrement. C'est que, me semble-t-il, vous n'avez pas d'obligation de consulter tous les opérateurs économiques d'un secteur d'activité. Je pense qu'il faut prendre en considération ce qu'est le sourçage et ce que doit rester le sourçage, c'est-à-dire un processus par lequel vous allez, en tant qu'acheteur, recueillir des informations pour bien définir votre besoin. Ce n'est pas forcément une manière pour vous de sonder les opérateurs sur leur réponse possible à la procédure d'appel d'offres. Donc, me semble-t-il, il n'est pas dans l'obligation d'un acheteur d'aller, avant de faire ce sourçage, de faire une analyse du marché considéré et de recenser tous les opérateurs économiques qui seraient susceptibles de faire l'objet d'un sourçage.
vous avez, et vous pouvez parfaitement consulter 2 opérateurs, 3 opérateurs, sans avoir, me semble-t-il, l'obligation de consulter tous les opérateurs économiques du secteur considéré. La seule contrainte que vous avez dans ce cadre-là, c'est qu'évidemment, les informations que vous diffusez aux opérateurs économiques ne doivent pas avoir pour effet de les avantager par rapport à un opérateur économique qui n'aurait pas été intégré au sourçage. Ce qui veut dire qu'au moment où vous lancez votre publicité de mise en concurrence, toutes les informations éventuelles que vous auriez communiquées dans le cadre du sourçage doivent se retrouver dans le cadre de la procédure de publicité de mise en concurrence pour qu'à ce moment-là, l'ensemble des opérateurs économiques soient sur un pied d'égalité. Que vous ayez participé au sourçage ou non, finalement, vous avez autant de chances de gagner la procédure de publicité de mise en concurrence. Confirmez-vous que la période de référence de l'évaluation du besoin est l'année budgétaire? Alors, oui et non. Oui et non, parce que quand vous êtes sur un besoin récurrent, finalement vous avez ce besoin de manière permanente, oui, dans une telle hypothèse, on peut raisonner sur l'année budgétaire considérée. Bon, l'année budgétaire considérée à supposer que vous ne concluez qu'un marché annuel. Si vous concluez un marché de 4 ans, vous allez devoir prendre en considération évidemment le montant total du marché, toutes les potentialités du marché, donc le besoin sur 4 ans. Mais rien ne vous interdit, le cas échéant, de conclure tous les ans, bon, ce qui ne serait pas forcément une bonne technique d'achat ou ce qui imposerait tous les ans de relancer une procédure, mais vous pouvez parfaitement, sur un besoin d'une année, prendre en compte simplement l'année budgétaire et conclure un contrat pour chaque année. En revanche, on ne peut pas avoir le réflexe pour les besoins autres, notamment de raisonner sur l'année budgétaire. Vous lancez un marché de fournitures et services qui va être exécuté sur plusieurs années. Vous devez évidemment prendre en compte la totalité du besoin sur toutes les années. Et donc, lancer une mise en concurrence qui va correspondre à la satisfaction de ce besoin. Si c'est cool sur 3 ou 4 ans, vous devez prendre évidemment en considération l'ensemble des montants sur l'ensemble de ces années. Alors, dernière question peut-être. Dans une procédure MAPA, si une offre initiale est supérieure au seuil, peut-on négocier avec le soumissionnaire pour lui faire baisser son offre en dessous du seuil? Alors, à mon avis, il n'y a pas de problématique particulière dans ce cadre-là. On sait que s'agissant des MAPA, et d'ailleurs le texte désormais le prévoit expressément, on a une liberté de négociation, pour peu évidemment de l'avoir prévu dans le dossier de consultation, une liberté de négociation assez importante, y compris d'ailleurs pour les offres qui seraient inacceptables ou les offres qui seraient irrégulières. Donc, a fortiori, si on peut négocier avec une offre inacceptable, c'est-à-dire qu'une offre qui ne serait pas du tout finançable par le budget alloué à l'opération, on peut considérer, me semble-t-il, que vous pouvez parfaitement, dans le cadre d'un MAPA, négocier avec un candidat qui serait au-dessus du seuil. L'important, c'est évidemment qu'à l'issue de cette négociation, vous retenez un candidat et vous concluez avec un candidat qui, lui, respecte le seuil de la procédure que vous avez lancée. Bon, sauf exception que j'ai évoquée tout à l'heure, liée à l'estimation sincère et raisonnable qui peut éventuellement, dans certaines hypothèses très spécifiques, justifier la conclusion d'un marché supérieur à la procédure que vous avez lancée. Maître, une nouvelle fois, merci donc de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Donc je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire consacré donc à la définition et l'évaluation du besoin. Donc il vous informe que le dossier du numéro de novembre 2016 de la revue Contrat public sera consacré à la préparation des marchés publics. Je vous remercie.